Bonsoir Essar Midani. Bonsoir Tom et bonsoir tout le monde. Merci. Alors, nous arrivons au 30e CITREP et nous sommes le 1er décembre 2017. Et voilà, ça commence à faire 30 CITREP, ça représente à peu près plus d'une cinquantaine d'heures d'actualité, d'information, donc ça représente beaucoup de travail, puisqu'il y a aussi le travail avant l'enregistrement de la vidéo que nos vidéos spectateurs peuvent voir maintenant devant leurs yeux. Alors, absolument. Avant d'entamer l'actualité proprement dite concernant la Syrie, je vous laisse aborder, comme vous le souhaitiez, deux sujets en particulier qui sont périphériques, certes, mais qui restent en lien malgré tout avec la Syrie. Oui, qui sont dans la région. Alors d'abord, cette guerre foudroyante que mène l'Arabie saoudite depuis 3 ans contre le peuple yéménite et qui aujourd'hui, en fait, l'encercle complètement, qui interdit, qui ferme ses... qui le met sous un état de siège blocus, absolument oui. Terrifiant, donc de blocus total, les aéroports, les ports, toutes les possibilités d'entrer ou de faire parvenir de l'aide internationale ou même de l'aide humanitaire à ce pays a été bloquée. Après avoir bombardé sans s'arrêter pendant 3 ans tous les jours et après avoir détruit complètement l'infrastructure du pays, plus détruit pratiquement tous les circuits d'eau, tous les circuits d'électricité, etc. Ce qui fait que dans ce pays, il y a une menace réelle et même confirmée par l'ONU vraiment d'un véritable génocide, d'une tuerie sans limite, des millions de personnes qui sont menacées de grandes famines, de maladies. Aujourd'hui, il y a une propagation du choléra, oui. Propagation de nouvelles maladies à cause du fait de l'entassement des ordures et de l'impossibilité de les évacuer, les bombardements qui ont cassé et détruit des dizaines d'usines de recyclage aussi. Et tout ceci, en fait, pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite veut imposer son diktat à ce pays qui lève la tête et dont la population refuse la domination saoudienne. Et bien sûr, avec la bénédiction, tout ce que fait l'Arabie saoudite, il faut le lire comme étant poussé par Israël et les États-Unis. Et donc, ils n'agissent jamais seuls et ils agissent pour les besoins de leurs maîtres, Arabie saoudite et Israël. Aujourd'hui, États-Unis et Israël. Il y a la France aussi. L'Arabie saoudite, c'est vraiment l'instrument dans la région. Pardon? Il y a même la France, sous la forme de mais... fourniture en armes de l'Arabie saoudite. La France s'expose à être poursuivie pour crimes de guerre ultérieurement. Exactement. Alors là, nous faisons face à un véritable génocide d'un peuple entier, le peuple yéménite. Et puis la France ne trouve pas mieux à dire que les Saoudiens sont nos amis, sont un pays démocratique, etc., etc. Voilà. Donc depuis Fabius jusqu'à maintenant, les choses n'ont pas beaucoup changé par rapport à l'Arabie saoudite. Ils sont trop contents de signer quelques contrats, mais surtout de remplir les poches par les cadeaux des Saoudiens. Ouais. Voilà. Voilà. Vous aviez donc aussi... ça, c'est le premier point. Donc je peux dire
il faut que l'humanité ouvre les yeux, ouvrez vos yeux, agissez auprès de vos gouvernements pour qu'il y ait effectivement un véritable, pour qu'on arrête ce blocus et qu'il y ait une véritable, et qu'on arrête cette guerre, hein, Oui. qui est une guerre non seulement injuste, mais une guerre absolument terrible, contre une population qui ne demande pas mieux qu'à vivre pacifiquement et à vivre clairement, mais en toute dignité et en toute indépendance. Voilà. Donc, il faut agir auprès de toutes les instances nationales, internationales, etc., pour faire pression pour que ce blocus cesse et que cette guerre cesse, puisque c'est une guerre qui est complètement ignoble, une guerre d'extermination. Voilà. Il y a un autre sujet sur lequel vous vouliez réagir, c'est apparemment Israël recommence à bombarder Gaza. Exactement. Israël bombarde Gaza, mais pas seulement, parce que après une multiplication des provocations et même au niveau de Jérusalem, au niveau du Raoul aussi de Palestine, au niveau du Negev, au niveau de tout un tas d'endroits où l'armée israélienne et les colons envahissent les villes, envahissent la mosquée, la grande mosquée de Jérusalem, mais aussi partout, pratiquement à Al-Khalil, à Hébron. En fait, les colons ils sont très agressifs. Aujourd'hui, il y a eu un martyr palestinien qui a été tué par les colons. Et les colons agressent la population de plus en plus violemment et ils sont protégés par l'armée israélienne qui est censée protéger justement la population palestinienne ou les agresser. Ben non, ils protègent les agresseurs. Hein. Et voilà. Et donc voilà, le comble aujourd'hui, l'aviation israélienne bombarde Gaza au niveau du sud, au niveau de l'ouest, et fait des morts et des blessés. Tout ceci sans aucune raison, mais c'est comme ça en fait. De temps en temps, ils bombardent. Ils se permettent tout par rapport à une population qui est isolée, qui est aussi sous blocus et aussi qui n'est rien d'autre qu'une prison à ciel ouvert. Donc à chaque fois qu'ils veulent agir pour les besoins, que ce soit pour les besoins de leur politique intérieure, que ce soit pour les besoin aussi de créer plus de discorde entre les Palestiniens, puisque maintenant il y a un rapprochement entre les différentes factions palestiniennes pour une union nationale, ce qui déplaît profondément à Israël. Donc ils ont tout de suite recours à la force face à cette population qui est complètement isolée. Donc là encore, il est important que l'ONU réagisse, que les forces de la liberté, les forces de la justice dans le monde et les peuples qui sont épris de justice et de paix réagissent aussi pour rétablir, d'abord pour faire cesser les agressions répétées des Israéliens contre les Palestiniens, faire valoir la loi de protection que doit l'occupant envers la population occupée d'un côté, et puis enfin que cessent ces agressions, mais c'est surtout aussi respecter le droit des Palestiniens et se retirer selon les décisions, encore une fois, de l'ONU que l'Israël n'applique pas, se retirer des territoires qui ont été occupés en 67, selon les accords, en fait, et la décision de l'ONU,
et puis se retirer du territoire palestinien et de l'État palestinien qui a été aussi le fruit d'un tas de discussions et de traités et de négociations. Donc voilà. Oui, Et ça dernier englobe. point, je voudrais dire aussi, pardon. Oui, ça, le refus d'évacuer les territoires, ça englobe également le Golan. Hein. Absolument, justement. Et donc le Golan fait partie et il y a eu des décisions de l'ONU pour l'évacuation du Golan et celle-là aussi, on assiste encore à des agressions à répétition de l'armée israélienne assistée de Jabhat al-Nusra, les terroristes d'al-Nusra au Golan. On a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, comment dire, l'agression contre la ville de Hadar, qui est dans le Golan. Et heureusement, toute la population s'est unie pour, à l'armée aussi syrienne pour défendre Hadar et pour affirmer encore une fois le caractère syrien de cette ville et le caractère syrien du Golan, et que jamais ils ne seront israéliens parce qu'il y a une volonté d'imposer depuis des années d'ailleurs l'identité israélienne aux habitants du Golan, qui refusent complètement et qui refusent héroïquement, je peux dire, face à toutes ces pressions. Ils refusent cette identité, continuent à affirmer leur identité syrienne et leur rattachement à la Syrie et à leur pays. Voilà. Malgré Donc, la dernière idée, malgré la dernière idée d'Israël qui consiste à soi-disant intervenir à Hadar, justement, ou Hadar, je me rappelle plus, le petit village qui est en fait une enclave, hein, dans la zone grise qui est entre la partie occupée du Golan et le territoire syrien, en prétendant que la population druze était en danger vis-à-vis de la menace terroriste, alors qu'on sait que la menace terroriste, elle est drivée par Israël. Hein, donc c'est complètement incroyable de sortir un tel argument pour justifier une mise en enclave, hein, une récupération territoriale, hein, ni plus ni moins. Hein. En fait, oui. Et puis, ils essayent toujours de jouer sur les différences, etc. Ils ne savent pas que la population syrienne on est d'abord syrien et après on est chrétien, musulman, druze et tout ce qu'on veut, mais on est d'abord syrien. Et donc, tous les Syriens du Golan se sentent syriens et ils se sentent pas de différence ou de divergence avec entre druzes et non-druzes, ou d'entre druzes et chrétiens et musulmans. Donc il y a cette unité qui, heureusement, continue à s'opposer effectivement à toutes ces diversions israéliennes visant à diviser la population. Y compris les tentatives de justifier les bombardements des troupes syriennes en Syrie, à partir des coups de canon israéliens depuis les hauteurs du Golan. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, ça a été aussi un épisode ils font faire des coups de canon par les terroristes et puis ils essayent en contrepartie, ils agressent la Syrie en disant ah ben nous avons reçu des coups de la Syrie. Donc voilà, mais c'est une je peux dire ce qui règne dans ces agressions, c'est vraiment le mensonge. Le mensonge est un élément très très important dans ces guerres menées contre les populations du Moyen-Orient, contre la population syrienne, contre la population palestinienne, contre la population yéménite, et même contre l'Irak, etc. C'est le mensonge. Vous vous rappelez quand même que 10 ans après, là, il y a quelques années, les armes de destruction massive de Saddam Hussein.
Oui, déjà. oui, Blair qui dit, eh ben, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, il reconnaît. Nous Oui, avons oui. eu tort Eh oui, tort, bien d'envahir sûr, l'Irak. tort. Nous avons eu tort. Bonjour, les millions de morts, les millions de destructions, etc. Et il parle avec légèreté. Nous avons eu tort d'envahir l'Irak. Ouais. Donc, vraiment des irresponsables qui usent et abusent du mensonge pour asseoir en fait leur domination sur le monde. Et ils en ont rien à faire ni des droits de l'homme, ni des droits des peuples, alors que ils se prétendent les défenseurs des droits de l'homme, n'est-ce pas? Donc, il est important de savoir ça et il est important de savoir que le mensonge est roi dans ces guerres, du côté de l'agresseur, toujours. Voilà. Alors, nous allons entamer, proprement dit, même si l'on a déjà un petit peu fait à travers le petit Oui. village frontalier du Golan, Attends. Hadar. Mm. On va entamer, je dirais, l'actualité en Syrie même par un événement effroyable. Un événement Effrayant. effrayant, effroyable. On fera peut-être quand Ouais. même une petite aparté juste avant pour rappeler que Daesh a montré à plusieurs reprises, et en particulier dans la région de Deir ez-Zor, Al-Mayadin et Abu Kamal, une collusion manifeste avec les forces américaines de la coalition Tout soi-disant à fait. US, Tout à enfin fait. soi-disant coalition, D'ailleurs, c'est mais bon, prouvé et documenté. Il y a des photos qui montrent ça, des images voilà. satellites qui montrent ça. Je voudrais dire effectivement cet événement qui est dramatique. Hein. C'est l'assassinat de l'aviateur syrien Azam Aïd en le brûlant vif pendant 51 minutes par Daesh. Daesh le fait et le montre à l'écran. Enfin, il fait des vidéos qui ont duré 51 minutes. Je rappelle quand même que c'est des images absolument horribles. Ce n'est pas la première fois que Daesh fait ce type de crime, puisque la dernière fois, ils avaient brûlé vif aussi un aviateur jordanien, qui s'appelle Al-Qassasbeh, de la famille Qassasbeh. Et voilà, c'est aujourd'hui donc cet aviateur syrien Azam Aïd qui a été brûlé vif dans des conditions les plus horribles et devant les écrans par Daesh. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que Daesh, se trouvant complètement en débandade et puis complètement défait, il se venge sur le peuple, il se venge sur les gens, sur les prisonniers. C'est une violation de toutes les lois de guerre. C'est un prisonnier de guerre. Mais je rappelle quand même que l'année dernière aussi, lors de la libération d'Alep, il y avait une centaine de prisonniers, 100 soldats syriens qui étaient prisonniers chez Daesh, chez les terroristes à Alep-Est. Et l'accord d'évacuation devait aussi inclure la remise des prisonniers, donc l'échange des prisonniers. Et bien entendu, bon, l'État syrien a respecté sa parole, mais les prisonniers qui étaient chez les terroristes ont été tués. Nous les avons retrouvés leurs cadavres dans les lieux à Alep-Est, dans les lieux qui étaient occupés par eux. Donc voilà, c'est toujours le spectacle de l'horreur, oui. Le lieu de l'horreur et de la terreur qui sont liés. On peut dire, Essar, que compte tenu maintenant de la preuve de la collusion entre Daesh et les forces américaines, donc avec Washington, on peut dire que ces atrocités-là vont devoir être, comment je dirais, attribuées aux forces américaines, à Washington, à tous les acteurs qui dirigent en sous-main Daesh. Tout à fait, entièrement d'accord.
Et c'est entièrement le cas. Donc, Daesh, ce sont des terroristes et qui sont, on peut penser qu'ils sont effectivement activés et menés par les pays qui les dirigent et qui les ont et qui les entraînent, qui les dirigent, qui les arment, qui les financent, etc. Donc, ce sont ceux-là qui sont responsables et ce sont ceux-là qu'il faut attaquer en justice mondiale et traîner à la cour internationale. Donc, justice, absolument. À ces pays. Cour de justice internationale, cour pénale internationale en fait. Probablement voilà. Quand elle sera rénovée ou en tout cas complètement bien sûr. Changée de l'intérieur, parce que pour l'instant elle joue un rôle particulièrement suspect. Où ce sont plutôt les dirigeants des pays qui sont sujets à la, je dirais, à la convoitise occidentale, impérialiste américaine, qui sont systématiquement attaqués, et pas du tout des George Bush, vous le citez tout à l'heure, Tony Blair. En France, on a Sarkozy, on a Hollande, et on a, vu comme c'est parti, Macron qui va lui aussi devoir s'expliquer à un moment ou un autre, hein, puisque ça fait quand même depuis le mois de mai qu'il est en exercice. Il vient juste de se rendre compte qu'il y avait une traite aux esclaves en Libye, alors que ça fait des mois, voire des années, que cette affaire-là est connue. On se demande si les services de renseignement français sont à ce point-là mauvais, ou si vraiment ils se fichent de la tête du monde. Hein. Absolument. Voilà. Absolument. En fait, c'est juste, tout à fait. Voilà. Alors, donc, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, on va continuer toujours en ce qui concerne les avancées de l'armée syrienne, hein, en particulier aux alentours d'Abou Kamal. Absolument. Alors, l'armée syrienne continue donc à lutter contre Daesh. Il y a différents axes. Donc, il y a le nettoyage et le renforcement, la consolidation des zones libérées de Daesh, donc Bou Kamal et puis tout alentour. Aujourd'hui, l'armée syrienne a repris le contrôle aussi. A pris le contrôle de deux villages importants sur l'Euphrate qui se situent entre Bou Kamal et El Mayadine. Et Daesh s'enfuit aussi et vont vers le nord, donc pour rejoindre les forces de Qassad, de FDS, là, les forces démocratiques, dites syriennes, dans le nord. Au niveau de Raqqa. En changeant de drapeau, ces villages sont très très importants en fait, puisque aujourd'hui on peut dire que l'ensemble des villages qui sont sur l'Euphrate entre Deir Zour et Bou Kamal sont sous le contrôle de l'armée syrienne d'un côté, que de l'autre côté de la frontière, l'armée irakienne continue aussi à progresser. Non seulement le long de la frontière de l'Euphrate, mais aussi tout le désert qui relie les trois gouvernorats d'Anbar, Salah ad-Din et Ninawa, a été aussi libéré des poches de Daesh, nettoyé des poches de Daesh. Et donc, ça, c'est une très grande victoire des deux armées. Et je peux dire qu'aujourd'hui, la coordination entre les deux armées sur le terrain est réelle, elle est systématique et ça les rapproche et les renforce. Bien sûr, malgré l'opposition chose que les Américains ne voulaient absolument pas voir ni laisser faire sur le terrain, puisqu'ils ont toujours agi pour qu'il y ait une séparation entre l'armée syrienne et l'armée irakienne dans ces zones.
Et ils continuent d'ailleurs en essayant d'armer ils ont armé les forces les forces dites démocratiques, dites syriennes, aussi pour les garder en séparation entre l'armée syrienne et l'armée irakienne dans le nord-est de la Syrie. Voilà. Aujourd'hui, en fait, en réalité, hier, les Américains déclarent qu'ils ne veulent plus soutenir les forces dites démocratiques, dites syriennes, là, c'est qu'on appelle Kurdes, mais en fait, ils sont un peu de tous, mais des mercenaires, tout simplement, qui sont bien dirigés par les Américains, armés, financés, et dirigés par les Américains, aussi bien sur le plan de la logistique que sur le plan du renseignement, que sur le plan de la direction directe, quoi. De toute façon, oui. Les Daeshistes qui se sont retirés de Boukamal se sont présentés à Qassab et ils en font partie maintenant, ce qui veut dire aussi qu'il n'y avait pas vraiment de bataille entre FDS et Daesh, puisque maintenant ils font partie de la même troupe, oui, qui sont tous les deux dirigés par les Américains. Oui, c'est juste un changement de drapeau, hein. C'est-à-dire un coup on est sous le drapeau noir de Daesh, un coup on est sur celui du FDS. Enfin, je veux dire, après les Américains s'amusent à nous faire croire que Daesh a disparu, soi-disant sous leur bombardement, alors qu'en réalité, les photos aériennes russes ont démontré qu'ils étaient tous de connivence et que les uns laissaient passer les autres pour attaquer l'armée syrienne quand c'était pas les autres qui attaquaient l'armée syrienne avec l'appui des premiers. Hein. Donc voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est les Américains qui les dirigent et là, ça ne l'est plus approuvé, je peux dire. Les Américains, donc, on peut peut-être revenir un petit peu sur toutes les initiatives politiques ou on continue sur le terrain militaire. On peut peut-être faire Ouais, on peut peut-être faire une petite parenthèse pour oui. Revenir ensuite aux différentes avancées de l'armée syrienne dans d'autres régions. Tout à fait. Vous m'avez dit que plusieurs villages du gouvernorat de Raqqa avait été libéré par l'armée syrienne, mais c'est intéressant. Aussi, tout à fait. Voilà, c'est intéressant de savoir que, par exemple, quelques heures après la décision russe de retirer une partie de ses forces de Syrie parce que Daesh est sur le point d'être vaincu, les Américains prétendent qu'ils vont faire exactement la même chose, hein, et qu'ils vont retirer à peu près 400 personnes, 400 militaires. On suppose de Raqqa, hein, en tout cas à l'est de l'Euphrate. Et effectivement, mais vous en avez déjà parlé, ils ont promis de cesser d'alimenter les Kurdes du FDS. Une promesse qui a été adressée à Erdogan, qui s'est réjoui et qui semblerait, à cause de ça, à faire ce qu'on appelle volte-face vis-à-vis des Russes et des Syriens. A fait volte-face. Voilà, donc bon, on peut parler de ça pour revenir après aux avancées de l'armée syrienne ailleurs dans les régions. Tout à fait. Donc en réalité, il y a eu quand même pas mal d'événements politiques. Le plus important, c'était la rencontre du président Bachar al-Assad avec le président Poutine, à Sochi aussi. À la veille de la rencontre des trois pays, qui sont les garants d'Astana, je peux dire la veille de la rencontre Poutine, Rouhani et Erdogan. Alors la rencontre du président Assad et le président Poutine, c'était une invitation du président Poutine au président Assad. La veille, il tenait à se concerter avec lui afin de rencontrer les deux autres parties prenantes d'Astana, donc président Rouhani et Erdogan. Il a affirmé, et d'ailleurs c'était très intéressant et très important parce que
la rencontre n'était pas seulement au début. Au début, elle a été avec Poutine, mais il a assisté avec lui à une réunion avec l'ensemble de l'état-major militaire russe, Oui. ce qui est une grande première dans l'histoire de la Russie. Et ça montre quand même un certain nombre, ça renvoie, je peux dire, un certain nombre de messages au monde et à tous ceux qui agissent dans la région. Premier message, c'est un message de lien très fort entre la Syrie et la Russie. Et de respect entre les deux, donc lien fort, amitié, respect, basé sur une loyauté quand même au niveau de la relation. Ça, c'est un premier message. Le deuxième message, c'est aussi une volonté de continuer le combat ensemble contre le terrorisme. Ça a été aussi dit, mais dans la réalité aussi concerté avec les les responsables militaires russes. Oui. Donc coordination à fond et concertation à fond. Si vous me permettez, Essar, troisième point, c'est... Oui, excusez-moi. Si vous me permettez, je voudrais quand même souligner un point absolument important, il me semble, hein, vous l'avez vous-même évoqué, c'est-à-dire que c'est historique hein, qu'un chef d'État puisse assister à une réunion militaire. Mais c'est d'autant plus important que Bachar al-Assad a une formation militaire, en plus d'être hein, évidemment un ophtalmologiste, tout à fait. Enfin un médecin ophtalmologue plutôt. Oui, oui. C'est un militaire, donc il sait de quoi peuvent parler les militaires quand ils sont en réunion. La confiance, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est lui le dirigeant en chef de l'armée syrienne quand même. C'est lui le chef de l'armée syrienne. C'est voilà. Ça, en plus de son rôle de président de l'État. C'est sûr. Merci de le souligner. C'est très important, effectivement. Et puis, le président Poutine a affirmé que de toute façon le soutien à la Syrie continuera au-delà aussi de la défaite de Daesh, mais jusqu'à la libération totale de tous les secteurs de la Syrie et de tous les coins de la Syrie, et jusqu'à ce que la Syrie retrouve complètement son intégrité territoriale et qu'il soutient aussi oui. L'unité du pays. Et que ça, c'est très important. Il affirme aussi qu'ils continueront l'aide jusqu'à ce qu'il y ait une solution politique concertée et faite au niveau du pays aussi. Donc, à son tour, le président Assad aussi a affirmé sa volonté de continuer à lutter contre le terrorisme et surtout que cette lutte contre le terrorisme participe à la protection de la Russie aussi et puis et du monde entier, ça de tous les peuples du monde, ça d'une part, que d'autre part, bien sûr, il a exprimé ses remerciements et les remerciements du peuple syrien au peuple russe et à l'armée russe et donc au président Poutine qui soutiennent la Syrie et qui ont même versé leur sang sur le sol syrien dans cette lutte contre le terrorisme. Et puis a affirmé aussi, donc bien entendu, la volonté de libérer la totalité du territoire syrien, la volonté de faire une solution, enfin de passer à la solution politique syrienne qui réunit tous les Syriens et pas qu'une partie, mais ça d'une part, et puis d'autre part que aujourd'hui une grande partie de la solution politique syrienne a commencé
dans le cadre des réconciliations qui se font pratiquement dans tous les coins de la Syrie et dans tous les secteurs où Daesh a été défait. Donc, en fait, et que aujourd'hui nous favorisons donc le retour des gens chez eux, en fait, hein. Une fois les territoires ont été libérés, la majorité des gens reviennent chez eux aussitôt que possible. Est-ce que ça explique... Voilà, donc ça c'était quand même un... Oui, excusez-moi, Essar, est-ce que ça explique justement le fait que les choses se font, hein, quoi qu'il en soit, hein, les choses se font en Syrie. Est-ce que ça peut expliquer le report de la date de la rencontre de Sotchi avec tous les acteurs, je dirais, de cette guerre impérialiste en Syrie à une date même pas certaine de février 2018? Oui, en quelque sorte, oui. Mais en fait, ce qui est important, c'est de voir que au niveau des Syriens, quels que soient au niveau des Syriens qui sont aussi bien opposition patriotique que qui sont actuellement, enfin, le peuple syrien. Ils sont tous pour effectivement cette intégrité de la Syrie, mais il y a une sorte d'opposition là qui est un petit peu, il y a une opposition qui se dit opposition et qui se fait appeler opposition, mais qui ne sont rien d'autre que les mercenaires des forces étrangères et des pays étrangers qui agissent en Syrie, c'est-à-dire des mercenaires. Donc, on peut parler de la plateforme de Riyad, qui sont payés par Riyad. Il y a la plateforme de Qatar, qui sont payés par le Qatar. Il y a d'autres qui sont aussi liés à d'autres pays. Donc, en fait, certains pays, comme les États-Unis et les pays occidentaux, s'obstinent à dire que c'est une opposition. C'est une opposition modérée. Ce sont des gens qui n'ont absolument aucune présence sur le terrain, mais ils parlent au nom de leur maître. Donc ceux-là, ils sont effectivement là. D'ailleurs, ils sont venus à Genève en reprenant à la case départ. Assad doit partir. On ne veut pas discuter avec le pouvoir d'Assad. Etc., etc. Alors qu'ils sont défaits complètement, puisque c'est eux l'aile, on peut dire, politique des terroristes qui sont sur le terrain. Donc ils n'ont pas changé de discours depuis 7 ans. Là, ils reprennent le discours de 2011, comme si de rien ne s'est passé. Et voilà, de manière complètement autiste, je peux dire, ils reviennent. On a l'impression qu'ils sont sur une autre planète complètement. Et ils n'ont rien vu passer pendant ces 7 ans. Et surtout, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils ont été défaits complètement sur le terrain, que le plan de destruction de la Syrie, le plan américain, en fait, aux sionistes américains de destruction de la Syrie a été complètement défait et échoué. Il a échoué. Et que c'est... donc, en fait, ils parlent comme s'ils étaient le premier jour. Ce qui a fait d'ailleurs que ça c'est à Genève en fait qui a dû se réunir, qui a commencé hier, oui. Et qui a été rejoint par le groupe représentant l'État syrien ou la délégation de l'État syrien seulement mercredi soir, donc ils ont commencé jeudi matin les discussions. Donc avec un jour de retard, puisque la plateforme de Riyad, entre guillemets. Oui, excusez-moi. Oui, pardon. C'est Genève 8, hein, c'est ça. Et apparemment, c'est mal parti encore une fois.
Oui, c'est Genève 8. Tout à fait. C'est Genève 8. C'est Genève 8 qui ne va pas, qui vraisemblablement ne va pas apporter plus que Genève 7 et que Genève 6. Mais bon, donc la grande variante, la grande importante maintenant, c'est que de Mistura lui-même, qui était au début, au premier jour, complètement du côté de cette plateforme de Riyad, qui faisait tout pour qu'il soit là, pour qu'il les soutenait, etc. Je crois que maintenant il a été qu'il a changé, pas changé de bord, mais qu'il est en train d'œuvrer pour le dialogue, alors que, et en leur disant, on ne peut pas accepter de préconditions ou de prérequis à tout le débat. Si la condition, c'est qu'il n'y ait pas de prérequis, et il faut discuter de deux questions, de grands problèmes, ils appellent ça deux grands paniers. En fait, c'est le panier de la Constitution et le panier de la je crois que des élections. Mais bon, peu importe, ils sont en train de refuser de toute façon les discussions là-dessus. Et je crois bon, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Je n'ai pas entendu aujourd'hui, c'est aujourd'hui le dernier jour, et je n'ai pas entendu les déclarations. Il n'y a pas eu de déclaration dans cette journée, et je pense vraisemblablement il y a une en ce moment et que je ne peux pas suivre. Elle ne doit pas être spectaculaire. Donc, parce voilà. que mais en fait. Elle ne doit pas être vraiment spectaculaire, puisque déjà Genève n'a pas la réputation d'aboutir à quelque chose de très solide et de très concluant, contrairement à Astana. Et je pense que si Genève avait ne serait-ce qu'une partie d'une certaine victoire, il s'empresserait d'en faire de la publicité bien avant la déclaration officielle terminale. Donc bon, est-ce que on peut toujours effectivement s'intéresser aux résultats des pourparlers, mais enfin c'est pas glorieux, hein. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, on a omis de parler de la rencontre entre les deux qu'il y a eu donc le lendemain de la rencontre du président Assad avec le président Poutine. C'est la rencontre du président Poutine avec le président Rouhani et Erdogan. Qui a fait que effectivement pendant laquelle la Russie comme l'Iran ont insisté sur la lutte contre le terrorisme jusqu'au bout, sur l'indépendance de la Syrie, sur l'unicité de la Syrie, sur le fait que les deux sont là pour continuer à soutenir ou à aller dans le sens d'une stabilité dans la région, une stabilité en Syrie, etc., et qu'ils soutiennent effectivement, sous la présidence du président Assad, sous sa présence, ils soutiennent cette stabilité de la Syrie. Donc Erdogan, il avait accepté cette discussion pour que le lendemain, il change complètement de position pour dire Assad doit partir. Et juste au moment où les Américains ont dit qu'ils cessaient d'alimenter en armes et en munitions les troupes de FDS, des Kurdes. Oui. Mais aussi, rappelons quand même que Erdogan a été rappelé à l'ordre par les Américains, lui rappelant que c'est un pays de l'OTAN, qu'il est lié par l'OTAN à un certain nombre d'engagements, notamment, et qu'il n'a pas à se rapprocher, à se distinguer
de la politique générale de l'OTAN, donc il n'a pas à se rapprocher ni de l'Iran ni de la Russie. Donc en fait, il a été gentiment rappelé à l'ordre, ce qui a fait qu'il a changé de position. De toute façon, on peut dire que aujourd'hui, la stabilité de la Turquie, elle est plutôt branlante, si on peut dire, point d'interrogation. L'opposition à l'intérieur de la Turquie affirme et confirme les liens et ils ont des preuves pour ça, les liens de Erdogan avec les terroristes, enfin Erdogan et du pouvoir du parti du développement et du progrès, que dirige Erdogan. Voilà. Ces liens avec les terroristes, le fait qu'il ait arrêté, qu'il ait laissé les terroristes transiter, pas seulement transiter, qu'ils sont en train de s'entraîner et qu'ils s'entraînent depuis 6 ans, donc 7 ans, ils s'entraînent en Turquie. Que cette agression aussi contre la Syrie est complètement contraire aux intérêts du peuple turc et qu'il rejette aussi cette politique et que la politique d'Erdogan est en train de ruiner la Turquie puisque il avait annoncé zéro problème avec les voisins. Or aujourd'hui, il n'a que des problèmes avec les voisinages. Donc la Syrie, l'Iran, l'Irak, il y a des problèmes avec eux. Que en plus, il est de la famille d'Erdogan est de connivence avec les terroristes.